les grands oubliés de la nouvelle volonté de transparence des autorités françaises sur la guerre d'Algérie. Ces supplétifs algériens engagés dans l'armée française ont été plus de 40 000 à trouver refuge en France métropolitaine après la guerre, dont beaucoup dans notre région, descendance comprise. Ils représenteraient aujourd'hui entre 500 et 800 000 personnes. Pourtant, le rapport de l'historien Benjamin Stora, remis le 20 janvier à Emmanuel Macron, les évoque peu. Il invite tout de même à favoriser leur déplacement en Algérie. Le président français a également confirmé la déclassification des archives d'avant 71. Alors, tout cela à 3 jours de l'anniversaire des accords d'Évian. Est-ce que tout cela apparaît important et suffisant pour cette population harkie qui se sent rejetée depuis des années des deux côtés, français ou algériens? Et c'est ce que l'on va voir avec nos deux invités. Tout d'abord en plateau, Jeannette Harry, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes fille de harki et présidente de l'association Mémoire, Unité, Dignité des rapatriés d'Algérie. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. En duplex, face à vous, Jean-Jacques Jordi, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes historien, vous êtes ancien enseignant à l'Université de Marseille, vous êtes pied noir et vous venez de publier une analyse critique du rapport Stora. Merci à vous également d'être là. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose d'écouter le témoignage de Dalila Kerchouch. Elle est écrivaine et journaliste. Elle est née dans un camp harki en France. C'était chez nos confrères de TV5 fin janvier. Vous allez l'entendre, elle est très remontée, notamment sur les omissions du rapport Stora. On l'écoute. Pour moi, une des grandes omissions significatives concerne les harkis qui ont été parqués dans des camps en France, sur le sol français, pendant plusieurs décennies. Il faut savoir que 45 000 harkis, dont la moitié étaient des enfants, ont été victimes d'une politique d'internement en France. Et je suis moi-même née dans le Lot-et-Garonne, derrière des barbelés. Et sur ce scandale français, qui est l'une des plus grandes violations des droits de l'homme de ces 60 dernières années perpétrées sur le sol français, il n'y a pas une seule ligne dans le rapport Stora. Jeannette Harry, cette volonté de transparence donc, du rapport Stora et de l'État français de manière générale, on vient d'entendre, elle ne va pas jusqu'au harki. Vous le déplorez, vous le comprenez? Absolument, je trouve que le rapport Stora est déséquilibré. Les préconisations, nous en avons 3 qui existent déjà. L'hommage au harki le 25 septembre existe depuis 20 ans. Nous avons également la préconisation donc, de laisser partir les enfants de harki en Algérie. Moi, j'y suis allée en Algérie il y a 35 ans avec mon père, puis ensuite j'y suis retournée 20 ans après. Il y a la préconisation éventuellement de reconnaître sur le sol algérien les harkis qui sont morts avec pour nom une stèle. Peut-on retrouver les harkis qui sont morts en Algérie, qui ont été torturés par le FLN? Je doute qu'on puisse retrouver ces corps disparus, enterrés je ne sais où. Donc c'est vrai qu'il y a un très grand déséquilibre et ce rapport pour nous est vide, vraiment vide. Jean-Jacques Jordi, vous partagez ce point de vue. Est-ce que finalement le sort des harkis, c'est ce qui vous semble le plus occulté finalement dans ce rapport Stora? Oui, il faut dire que les harkis sont les grands oubliés de ce rapport Stora, parce qu'ils font partie de cette histoire entre l'Algérie et la France. Ils ont pris les armes du côté de la France et manifestement l'État français les a oubliés en Algérie, puisqu'ils ont été désarmés et laissés à la vindicte populaire. Mais pour ceux qui sont arrivés en France, ils ont été effectivement, pour la plupart, parqués dans des camps qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Et ces camps ont perduré pendant plusieurs années, voire une vingtaine d'années. Alors, mais ce rapport ne les prend pas en considération et ne préconise même pas. Il n'y a aucune préconisation, je dirais, favorable aux anciens harkis, c'est-à-dire, à part mettre des... Mais justement, Jeannette Harry, parlez-nous de ces camps, parce que vous-même, vous êtes né dans un de ces camps, dans le Vaucluse, à Apt. Comment ça se passait? Absolument. Je reprends un petit peu ce que disait donc M. Jordi. M. Stora a écrit La gangrène et l'oubli. Il parle très bien des harkis, de ce qu'ils ont vécu. Il y a toutes les thématiques, enfin vraiment, il parle des harkis avec beaucoup de sensibilité. Je suis très étonnée que dans ce rapport, il n'y a rien. Vous avez vécu quoi, justement, vous? Moi, je suis née, j'ai grandi dans un camp. On a connu dans les camps de harkis, dans la région PACA, il y en avait 70. En tout, dans les hameaux forestages, il y en avait 70 et 31 dans la région PACA. Mais quelles étaient les conditions de celui que vous avez connu? Vous êtes né à... Je suis née, j'ai grandi dans un camp à Apt, donc dans un hameau forestage dans le Vaucluse. On a connu le froid,
on a connu les brimades, donc des chefs de camp qui, eux, avaient aussi un pouvoir colonial aussi dans les camps. C'est ce qu'on a beaucoup vécu. On a vécu également l'abandon, on a vécu aussi la misère totale, matérielle, la déscolarisation. On a grandi vraiment dans l'abandon total. Ce dont parlait effectivement également Dalila Kerchouch. Vous donniez quelques chiffres justement du nombre de camps en région PACA. On va voir ça plus en détail avec Laurent Verdi qui nous attend à côté avec son écran tactile. Laurent, dressez-nous un petit peu le portrait de l'ampleur de la présence harkie en région PACA. Les harkis, ils vivaient où et comment vivaient-ils justement dans notre région ? Alors Gérald, il n'y avait pas de camp de transit dans notre région, mais des hameaux de forestage. On va voir un exemple de ces hameaux. Là-bas, les hommes travaillaient notamment à l'entretien des forêts. Enfin, pour les harkis, ces hameaux étaient surtout comme des réserves d'Indiens. En France, il y en avait plus de 70, 77, dont la moitié en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi les principaux, celui du Logidane à Jouques dans les Bouches-du-Rhône, celui de Lalonde-les-Maures dans le Var, celui de Valbonne dans les Alpes-Maritimes et celui dans les Alpes-de-Haute-Provence, donc Ongles, qui a été le premier village français à accueillir des harkis. Dans le Vaucluse, on peut citer celui de Pertuis et dans les Hautes-Alpes, celui de Rozan. Et certains de ces hameaux, Laurent, sont même aujourd'hui devenus des lieux de mémoire ? Oui, Gérald, les harkis veulent se souvenir de leur histoire. On va voir ces lieux de mémoire en Provence-Alpes-Côte d'Azur. À Ongles, on en a parlé, la maison d'histoire et de mémoire qui conserve cette coupure de presse du 6 septembre 1962 du Provençal. Regardez le titre. Depuis ce matin, Ongles compte 133 habitants de plus. 25 familles arrivées d'Algérie dans ce petit village. On part à Arles, dans le quartier du Mas-Tibère, où une stèle a été inaugurée en mémoire du Bachaga Boualem, un des harkis les plus célèbres qui a vécu au Mas-Tibère avec sa famille. Et enfin, dans les Alpes-Maritimes, à Valbonne, un promoteur immobilier a racheté le terrain sur lequel était le hameau de forestage. Il a accepté d'y construire une stèle. Voilà, cette stèle. On voit les élus locaux et les associations de harkis bientôt à côté de cette stèle verront le jour des logements neufs. Il faut dire qu'il ne reste plus grand-chose de la quarantaine de hameaux de forestage de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup Laurent. Jean-Jacques Jordi, qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette sanctuarisation, cette valorisation des lieux de mémoire? Est-ce que la réhabilitation finalement des harkis, ça passe par ça justement, par assumer ces lieux de mémoire, ces lieux où ils ont vécu? Oui, ça passe par surtout reconnaître l'histoire et reconnaître une mémoire. C'est-à-dire que l'histoire, elle part de ces camps, de ces hameaux de forestage qui sont très importants. On l'a vu dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À Ongles, il y a tout un travail qui est fait sur la mémoire et sur l'histoire, mais cette mémoire et cette histoire ne sont pas uniquement pour les harkis. Elles doivent aussi renseigner ceux qui habitent, c'est-à-dire, je dirais, les Français de France, et tous ceux qui viennent se promener ou qui viennent voir ces hameaux de forestage doivent savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire la relégation, les espaces préfabriqués dans lesquels on a mis pendant plusieurs années ces harkis. Et oui, c'est ça, c'est pas l'histoire pour l'histoire, pardon, je vous coupe Jean-Jacques Jordi, oui c'est ça, c'est pas l'histoire pour l'histoire, c'est la transmission justement de la mémoire, et ça vous tient à cœur, il faut que ça soit une mémoire vivante. Absolument, il faut que ce soit une mémoire vivante, pourquoi? Parce que demain, nos enfants et nos petits-enfants sauront que dans les camps, comme le camp de Bias, que des enfants ont été appelés Marianne et Charles autour des barbelés, et que ces enfants ont eu des prénoms francisés comme le mien. On a volé à nos parents aussi le choix des prénoms de leurs enfants. Mais c'est énorme, on les a dépossédés de tout, de l'essence, de leur âme, de pouvoir vivre comme tous les Français à part entière, qui ont versé leur sang donc pour la France. N'oublions pas que les harkis ont été massacrés en Algérie, n'oublions pas que les harkis ont été aussi relégués, ont été... On voit dans des camps à l'image, là justement. Et de ces camps, justement, vous voulez en faire, par exemple, un musée, un lieu théâtral presque pour transmettre? Absolument. On a un camp à Montmélian qui est très intéressant, qu'on essaie de récupérer difficilement. Et par contre, on a un camp à l'Escarène, où le maire, M. Donadé, l'a mis à disposition justement pour en faire un musée. Donc on est en train de travailler sur ce camp-là, pour pouvoir chaque année faire des événements. Oui, le maire, donc je remercie M. Donadé qui nous a mis à disposition par décision municipale
ce camp justement pour en faire un lieu de mémoire, jouer des pièces de théâtre, se retrouver le 25 septembre chaque année, commémorer donc l'abandon des harkis le 12 mai. N'oublions pas que le télégramme de Mesmer a ordonné donc à l'armée française d'abandonner les harkis sur le port d'Alger. Les harkis ont été massacrés sur le port d'Alger, ne l'oublions pas non plus, et j'y tiens, et la mémoire de demain, c'est celle-ci. Mais justement, il nous reste moins de 5 minutes d'émission, il faut qu'on parle un peu de l'Algérie, parce que c'est une des préconisations du rapport Stora, c'est que la main tendue, évidemment, il y ait une écoute en face. Or, jusqu'à présent, l'Algérie est restée très fermée à cette volonté d'ouverture. Je vous propose justement d'écouter la réaction de l'une des descendantes de l'émir Abdelkader. C'était un chef militaire algérien qui a lutté contre la colonisation française, qui a été emprisonné à Sainte-Marguerite à Cannes. Benjamin Stora suggère une stèle en son hommage à Amboise, où il a été emprisonné en signe de rapprochement. Eh bien, la famille de l'émir n'en a que faire. Je vous propose de l'écouter. Tendez l'oreille parce que l'image et son ne sont pas très beaux. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Je commencerai par une citation de l'émir Abdelkader. C'est par la vérité qu'on apprend à connaître les hommes et non pas par les hommes qu'on connaît la vérité. En effet, le rapport de Benjamin Stora a un peu offusqué les Algériens, la fondation émir Abdelkader, donc bien sûr, et la famille. Dans des moments pareils, on a besoin plus d'accalmie que de parler d'une stèle à Amboise, alors qu'il dit pas de repentance et pas d'excuses. Je vous remercie. Jean-Jacques Jordi, on le sent, l'Algérie est très fermée à cette volonté d'ouverture, de réconciliation, et notamment vis-à-vis des harkis. Ça vous semble justement être un dialogue impossible avec l'Algérie? Depuis maintenant 25 à 30 ans, c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire que la France essaie de tendre la main, mais de l'autre côté, on a des gouvernements algériens qui se transforment en statut de commandeur, c'est-à-dire qu'ils restent figés sur opposition, et pour se réconcilier, il faut être deux, et là, manifestement, l'Algérie ne souhaite pas se réconcilier avec la France. Donc, on est dans un dialogue de sourds avec l'Algérie, sauf à dire, nous nous aplatissons, entre guillemets, nous payons, et puis voilà, quoi. Je crois qu'il n'y a rien à attendre du côté de l'Algérie. Oui, les harkis, ça reste une affaire française avant tout. Jean-Jacques Jordi. Pardon? Les harkis, ça reste une affaire française avant tout. Oui, c'est une histoire. Alors, attention, on dit souvent que les harkis sont une histoire française avant tout, en partie. Il ne faut pas oublier qui les a massacrés en Algérie. Bien évidemment, la France les a désarmés, mais ce sont des troupes du FLN et de l'ALN, mais surtout de l'armée de libération nationale, qui a massacré les harkis. Jeanne Tari, justement, que faire par rapport à l'attitude de la France et à celle de l'Algérie? Vous préconisez une loi de réparation? Avant tout, je vais vite rebondir sur l'Algérie. Nous, on est ouverts, les harkis sont ouverts aux Algériens. Ce sont quand même nos frères de cœur. Et je vais vraiment leur dire que nous tendons la main. L'Algérie, c'est nos racines, c'est le pays de nos parents, de nos aïeux. Nous, l'Algérie, c'est quand même quelque part aussi notre pays. Oui, effectivement, la loi de réparation, donc je pense qu'on pourrait demander aussi le pardon. Je voudrais que la France nous demande pardon, que la France nous demande pardon, et que la reconnaissance c'est bien, le pardon c'est mieux. Entre la reconnaissance et la solidarité, il y a un chemin pour la réparation. La réparation passe certainement par le vote d'une loi. C'est ce qu'on voudrait, une loi pour la reconnaissance des victimes, donc harkis qui sont morts, qui ont été torturés en Algérie, une loi pour réparer les enfants de harkis qui ont été abandonnés dans les camps autour des fils de barbelés et qui ont été francisés par le nom, qui ont été dépossédés de leur culture et de leur identité. Voilà ce qu'on voudrait, une loi qui répare, qui indemnise tous ces enfants de harkis. Et je voudrais également vraiment une grande pensée pour tous les harkis, leurs familles et nos parents qui ont disparu, qui n'ont pas pu voir tout ça. Voilà. Jeanne Tari, merci. Jean-Jacques Jordi, merci à vous. Merci à tous les deux. Le sujet est vaste, mais nous n'avons qu'un quart d'heure. À suivre vos éditions locales.